Alors, bonjour à tous. C'est une nouvelle façon pour la plupart d'entre nous de fonctionner pour ce genre de conférence-là. Ce que je vous propose cet après-midi comme contenu, c'est en fait qu'on explore un petit peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sont les impacts sur vos contrats dans la période un petit peu particulière qu'on vit tous ensemble. Si vous me donnez un instant, je vous partage la présentation pour que les visuels d'entre vous puissent me suivre. Donc, voilà. Ça va? Tout le monde voit bien? Quels sont les impacts sur vos contrats au niveau de ce qu'on vit présentement? Moi, j'appelle 2020 présentement l'année des relations humaines, le test des relations humaines, parce que quand on entend les commentateurs et tout ça, on entend beaucoup qu'il y aura un avant puis un après COVID-19. On l'entend beaucoup dans le contexte médical, on l'entend beaucoup dans le contexte social là, de nos déplacements puis de nos interactions dans les groupes. Mais il y aura aussi, à mon avis, un avant et un après COVID-19 au niveau juridique. Parce que le juridique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est seulement l'expression encadrée des relations humaines. Puis c'est encore plus dans des périodes comme celle qu'on vit présentement qu'on va le voir. Donc, c'est particulièrement vrai au niveau, entre autres, des contrats. Et c'est un peu là-dessus qu'on va s'attarder cet après-midi. Parce qu'il faut comprendre que qu'on soit propriétaire ou locataire, qu'on soit prêteur ou emprunteur, les institutions financières autant que les entreprises subissent ce qu'on vit là. Donc, il y a dans les événements qu'on vit présentement, il n'y a pas c'est la faute à personne. Donc, au niveau juridique, on est toujours dans une situation où il faut établir comment est-ce qu'on vit collectivement certains drames humains, certains drames des entreprises, puis comment on peut mesurer ça avec l'ensemble de ce qu'on a dans nos contrats. Je pense aussi que 2020 sera l'année de la bonne foi. J'ai ressorti mon code civil là, pour revenir à ça. Ça m'a rappelé mes premières années en droit où on apprend dès le départ que tous les contrats qu'on fait, ils doivent être interprétés avec bonne foi parce que les articles 6 et 7 du Code civil, puis inquiétez-vous pas, je ne vous citerai pas des articles tout l'après-midi, mais je pensais que c'était important de le rappeler que dans le Code civil, c'est établi dès le début que toute personne est tenue d'exercer ses droits selon les exigences de la bonne foi et on ne peut pas exercer nos droits de manière excessive dans le but de nuire à autrui. Ce qui fait que lorsqu'on va essayer d'interpréter des contrats, on va toujours interpréter des contrats en fonction de la bonne foi des personnes qui l'ont signé. Et lorsque vous allez être des parties à ces contrats-là, il faudra avoir en tête d'exercer vos droits dans le domaine de la bonne foi. Autre petite note en commençant aussi, c'est qu'en matière commerciale, le contrat est roi. Fait que c'est important de réaliser que cet après-midi, je vais avoir certaines réponses à vos questions, mais c'est pas impossible que vous terminiez ce webinaire-là en vous disant finalement, elle n'a pas répondu clairement à mes questions parce que en droit commercial particulièrement, mais particulièrement en droit commercial, c'est le contrat qui est roi. C'est dans vos contrats, dans votre contrat de bail ou dans votre contrat d'hypothèque ou dans n'importe quel contrat que vous auriez signé avec vos fournisseurs, ce sont les termes du contrat qui vont prévaloir. La plupart de ces contrats-là ne prévoient pas, évidemment, qu'est-ce qui se passe dans des situations comme celles qu'on vit présentement parce que c'est unique. Probablement que les contrats qu'on va voir qui vont se développer dans les prochaines années vont inclure des clauses différentes pour répondre à ce qu'on vit cette année, mais présentement, la plupart des contrats ne répondent pas à ça. Ceci dit, la réponse à la plupart de vos questions sera la première chose à faire, c'est de sortir votre contrat et d'aller voir votre contrat parce que c'est le contrat qui est roi. L'autre question à se poser une fois qu'on a sorti notre contrat, ça n'a rien de juridique. Encore une fois, c'est une question de bonne foi et d'organisation. C'est est-ce que je veux ou est-ce que je dois
garder des relations d'affaires avec la personne avec qui j'ai un contrat après la période de COVID-19, parce que c'est bien beau ce qui est écrit dans le contrat, c'est bien beau les décisions d'affaires qu'on va prendre, mais c'est important de savoir que si on doit continuer des relations d'affaires après, ben, peut-être qu'on ne s'arrêtera pas spécifiquement aux clauses du contrat, ou peut-être qu'on va regarder notre contrat pour voir quels sont nos droits, puis après ça, on va s'asseoir avec l'autre partie, puis on va essayer de trouver un terrain d'entente. Encore une fois, dans l'optique, comme je vous disais tout à l'heure, que tout le monde le subit, alors que ce soit la banque ou que ce soit votre propriétaire d'immeuble ou votre locataire, ben, personne n'a choisi d'être mis dans cette situation-là. Alors, il faut penser à ces relations d'affaires-là. C'est pour ça que je me suis posé la question, moi, quelle est la différence entre subir la COVID-19 et utiliser la COVID-19? Parce que dans certains cas, on va la subir. Ben, dans la plupart des cas, on va la subir, puis on va essayer de trouver une solution. Par contre, dans d'autres cas, il y a des gens qui vont vouloir utiliser cette situation-là pour se sortir peut-être de situations qui ne leur étaient pas intéressantes avant que tout ça commence. Et on a eu de ces questions-là déjà depuis le début de cette pandémie-là. Des gens qui avaient fait, par exemple, des offres d'achat pour acheter quelque chose qui leur convenait plus, peut-être en partie à cause de la situation économique, mais peut-être pas. Alors, on a eu des appels, est-ce que je peux me sortir de ces contrats-là? Et la réponse dans la plupart des cas, c'est la situation actuelle, la situation sanitaire actuelle en elle-même n'est pas suffisante pour se sortir de la plupart de nos contrats. Puis je vais vous donner des exemples tout à l'heure, mais ça revient en fait à est-ce que je subis la COVID ou est-ce que je l'utilise? Puis si je choisis de l'utiliser, ben quel va être l'impact après sur mes relations d'affaires? Donc de là, ma deuxième question après, qu'est-ce qu'il y a dans notre contrat? Qu'est-ce que je veux garder comme relation ensuite? Dans le même principe entre locataire-propriétaire. Si je n'étais pas content de mon local puis que je souhaitais me relocaliser de toute façon, bien, peut-être que je vais négocier avec mon propriétaire d'une manière différente que si je veux absolument rester dans ce local-là après. Même principe avec les emprunts bancaires. Bien, si je sais que je vais continuer d'être en affaires après et que je sais que je vais devoir emprunter éventuellement d'une institution financière, bien, je vais peut-être réfléchir à comment je vais négocier ma sortie d'un prêt ou mon remboursement de prêt en fonction des relations que je vais vouloir garder après. Alors ça n'a rien de juridique, mais je pense que dans la relation juridique, c'est important que vous vous posiez ces questions-là avant. Sachant que quand ça va arriver devant les tribunaux, ben, il y a beaucoup d'imprévisibilité reliée à ça parce que, encore une fois, les tribunaux n'ont pas interprété de contrat dans une situation comme celle qu'on vit présentement. Oui, il y a eu la crise du verglas, mettons, en 98. Il y a certaines jurisprudences qui sont liées à la crise du verglas, mais ça n'a aucune commune ampleur en termes de temps et d'impact sur l'ensemble de l'économie mondiale que ce qu'on avait vécu en 98. Alors, il y a cet aspect-là aussi où peu importe ce que nous, les juristes, on peut en penser, ultimement, le test va se faire devant les tribunaux et il y a une très grande imprévisibilité dans ça aussi. Alors, je pense qu'il y a ces éléments-là à considérer lorsque vous allez entreprendre la réflexion là, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les contrats. Maintenant, la notion de force majeure. Il y a plusieurs personnes qui nous posent la question, est-ce que je peux utiliser, il y en a qui disent act of God, la notion de force majeure, est-ce que c'est une force majeure? Est-ce que je peux utiliser cette notion-là? La réponse, c'est oui et non, dépendamment de la situation. Il faut savoir que la force majeure, c'est un événement imprévisible et irrésistible qui vous empêche de rencontrer votre obligation. Mais la force majeure, c'est pas un événement qui rend l'obligation plus coûteuse. Donc, par exemple, lorsqu'on va parler de paiement du loyer, bien, le fait que le gouvernement a demandé la fermeture des entreprises, évidemment, ça rend le paiement du loyer par l'entreprise beaucoup plus coûteux, beaucoup plus onéreux parce qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent, mais est-ce que physiquement, ça empêche de payer notre loyer? Non. Donc, dans un cas comme ça, ben, ça serait difficile de penser que ce sera un cas de force majeure.
encore une fois, tout ce que je vous dis là, comme je vous l'ai dit juste avant, ben, les tribunaux ne l'ont pas interprété encore. Alors, est-ce qu'un tribunal, un jour, va interpréter ça d'une manière différente? Ce sera à voir, mais présentement, là, ceux qui ont commencé à regarder les interprétations doctrinales ou qu'est-ce qui se disent par les analystes, ce ne serait pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos baux? Le propriétaire, le premier critère, c'est que le propriétaire de l'immeuble doit permettre l'occupation de la jouissance paisible du local qui est loué. Qu'est-ce que ça veut dire en temps de pandémie? Bien, ça veut dire que le propriétaire, il ne peut pas fermer son immeuble, mais il peut imposer le respect du décret du gouvernement. Donc, il ne peut pas fermer l'immeuble au complet, mais il doit s'assurer de respecter les mesures sanitaires, puis il peut faire en sorte que si un locataire ne le respecte pas, qu'il y ait des sanctions. Si le propriétaire restreint l'accès, parce que, disons, un propriétaire décide qu'il ne veut pas désinfecter les espaces communs puis qu'il le fait unilatéralement, bien là, oui, ça pourrait donner ouverture aux locataires à demander une diminution du loyer puis éventuellement peut-être une résiliation du bail si le propriétaire, de son propre chef, décide de ne plus donner accès à l'immeuble. Donc, il y a des nuances à faire dans ces cas-là. Maintenant, est-ce que le locataire doit ou pas payer son loyer? Bien, je reviens à ce que je disais sur la force majeure. Le local étant encore physiquement accessible, la fermeture des entreprises ne résulte pas d'un geste du propriétaire. Ce n'est pas la faute du propriétaire. En principe, ça ne constitue pas un manquement au bail. Donc, oui, ça met une pression financière sur le locataire qui peut avoir de la difficulté à payer son loyer, mais ça ne l'empêche pas physiquement de le faire. Donc, juste un petit rappel aussi là-dessus, ceux qui pourraient avoir des assurances interruption d'affaires, ça peut être une façon là, de vous aider à payer le loyer. Maintenant, dans les baux, parfois, ou souvent même, il y a des clauses d'obligation d'occupation continue. Donc, dans votre bail, souvent, il va y avoir une clause qui va dire que vous vous engagez à garder votre commerce ouvert. Le but de ces clauses-là, c'est de s'assurer qu'on n'ait pas un immeuble qui a l'air abandonné parce qu'on continue de payer notre bail, mais on ne fait rien dans l'immeuble. Alors, évidemment, là, ça, c'est une clause qui va être plus difficile à continuer à partir du moment où le décret force la fermeture des entreprises. Bien là, notre propriétaire ne peut pas nous forcer à occuper de façon continue. Puis évidemment, si notre loyer est calculé en pourcentage de notre chiffre d'affaires, bien ça aussi, bien là, c'est le propriétaire qui va un petit peu plus subir que le locataire de ce côté-là. Alors, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut mettre fin au bail? Bien, on veut penser à l'après. Donc, si on n'a pas payé notre loyer, bien, est-ce que le propriétaire peut demander la résiliation du bail? En principe, oui. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est parce que les détails ne sont pas sortis. Le gouvernement fédéral, la semaine dernière, dans une conférence de presse, a parlé d'un programme d'aide aux propriétaires qui pourrait être filé aux locataires, mais à date, on n'a pas eu de détails pour ça. Alors, ça sera à voir là, pour ceux d'entre vous qui sont propriétaires ou même locataires, de voir comment ce programme-là va se développer. Maintenant, est-ce qu'un locataire peut mettre fin à son bail? Bien, si le propriétaire ne lui donne pas accès à l'immeuble alors qu'il en a besoin, oui, ça pourrait être une cause, comme dans la normalité des choses. Donc, ça couvre en fait les obligations principales là, des baux. Il y a évidemment plein de cas d'espèces. Je vous invite, si jamais vous avez des situations particulières, à poser votre question dans le chat, puis on pourra répondre aux questions plus spécifiques si vous en avez à la toute fin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos hypothèques? Est-ce qu'on a payé notre loyer ou pas? C'est une chose. Est-ce qu'on a des engagements, une marge de crédit, des hypothèques, des prêts non garantis? Il faut se poser la question, est-ce que j'ai le droit d'arrêter de payer mon hypothèque? Alors, même commentaire, est-ce que c'est un cas de force majeure? Bien, il n'y a rien qui vous empêche physiquement de payer votre hypothèque. Les banques ne sont pas fermées. Alors, est-ce que ça rend le paiement de l'hypothèque plus difficile ou de l'emprunt ou de la marge de crédit? Absolument, ça rend ça plus difficile. Mais est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Donc, en principe, ce ne serait pas... les cas de force majeure ne pourraient pas être utilisés pour se débarrasser de nos emprunts. Encore une fois, je vous invite à vérifier vos assurances interruption d'affaires. Ça pourrait, dans certains cas, ça pourrait vous permettre là,
payer certaines obligations financières. Qu'est-ce qui va être maintenant la position des prêteurs? Parce qu'à part de dire, en principe, vous devez continuer à payer vos prêts, si l'argent ne rentre pas et qu'on n'a pas l'argent pour faire les paiements, bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça aussi, c'est un point d'interrogation parce que si on était en temps normal, ben, les prêteurs rappellent leurs prêts, vous envoient des avis puis vous disent, bon, ben, tu as tant de jours pour payer, sinon on va saisir. Maintenant, c'est une situation mondiale. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va être la position des institutions financières dans cette situation-là. Est-ce que les institutions financières vont décider de ne pas rappeler les prêts? Est-ce qu'ils vont décider de rappeler tous les prêts? Est-ce qu'ils vont faire une analyse à savoir est-ce qu'on laisse aller certaines entreprises qu'on sait qu'elles sont plus solides ou pas? Puis là, il y a des institutions financières qui ont commencé ou pas à prendre une position, mais je pense que ça va se dérouler sur plus que quelques mois. C'est probablement plusieurs années. Parce que qu'est-ce qui sont leurs recours? Ben, c'est de poursuivre une entreprise qui a plus de revenus. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à faire faillite à toutes les entreprises? Peut-être pas. Saisir les actifs qu'ils vont revendre où? Ça aussi, c'est une grande question. Pour ceux qui ont des hypothèques ou sur des immeubles, même principe, les institutions financières, pour eux, c'est très coûteux de se retrouver avec des actifs sur les bras. Donc, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui va être leur position par rapport à ça. Dans tous les cas, sachez qu'avant qu'une institution financière puisse exercer ses garanties, il doit vous envoyer des avis. Donc, un premier avis, puis ensuite, selon si c'est un bien meuble ou immeuble, là, il y a des délais différents. Puis ensuite, il faut aller à la cour, puis les tribunaux sont fermés présentement. Alors, ce n'est pas demain matin que ça va se passer, mais quand même, il faut être prudent, puis il faut, encore une fois, parler à vos institutions financières. Dernier secteur qu'on voulait toucher cet après-midi, c'est la question des ressources humaines. Il y a eu plusieurs questions pour les entreprises, à savoir qu'est-ce qui s'applique pour les entreprises dans le contexte actuel. Bien, c'est la même loi que la loi avec laquelle on est habitué de travailler, la loi sur la santé et la sécurité du travail qui s'applique. Encore une fois, je vous invite à considérer les relations humaines. Il y a 2 mois, dans la région, puis un peu partout au Québec, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Alors, si on ne traite pas bien nos employés, bien, qu'est-ce qui va être la situation après? Ça sera à voir. Une fois ça dit, est-ce qu'un employé peut refuser de venir travailler parce qu'il ou elle a peur? Ben, ça revient aux obligations normales qu'un employeur a. Alors, est-ce qu'un employé peut refuser de venir travailler en temps normal? Ben, si l'employeur fournit un milieu de travail qui est sain, que les équipements puis les moyens de protection sont à la disposition des employés, que l'employeur fait tous les efforts nécessaires pour éliminer la source des dangers, l'employé ne peut pas refuser de travailler. Donc, je fais la comparaison souvent facile là, avec un chantier de construction. Les clients qu'on a qui sont des entrepreneurs sont habitués de travailler avec ça parce qu'ils sont habitués d'avoir des cadres de santé et sécurité. Là où on perd nos repères, c'est que des entreprises de services, puis on en a beaucoup dans la région, qui sont habituées de ne pas avoir à se préoccuper trop de la santé et sécurité au travail parce que du travail de bureau, c'est moins risqué, disons-le. Se retrouvent à se poser la question comment est-ce que j'organise mon environnement physique. Donc, ce sont les mêmes règles, c'est la même loi qui vient s'appliquer. Alors, tant qu'on fournit à nos employés un milieu de travail sécuritaire, qu'on leur fournit les moyens de protection, mais aussi qu'on entraîne nos employés, qu'on leur rappelle, c'est important de leur rappeler qu'est-ce que ça veut dire. À ce moment-là, nos employés doivent venir travailler. Parce que l'employé, de son côté, ben, il a l'obligation de venir travailler, à moins qu'il soit inquiet pour sa santé. Puis qu'est-ce que ça veut dire inquiet pour sa santé? Ben, il faut qu'il y ait des motifs raisonnables de penser que sa santé n'est pas bien protégée. Évidemment, une fois rendu sur place, c'est aussi la responsabilité des travailleurs de prendre les mesures en place puis de respecter les mesures en place pour protéger leur propre santé puis protéger la santé de leurs collègues également. Alors, c'est un aperçu rapide. Je pense qu'on pourrait, Jean-François, si tu veux, aller à la période de questions. Je ne sais pas si tu as reçu dans le chat des questions.
Oui, ben c'est ça. Et pour ceux qui se sont joints à nous en cours de route, peut-être juste le rappeler, comme Maître Lafontaine vient de le dire, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat en bas. Donc, juste en passant votre curseur en bas, vous allez voir un onglet chat. Donc, vous pouvez aller poser vos questions directement là et Maître Lafontaine pourrait y répondre. Sinon, comme je mentionnais d'entrée de jeu, on a également des employés d'ID Gatineau, dont André Goyette et Ronald Piché, qui sont là également pour pouvoir répondre à vos questions. Euh, pour l'instant, je n'ai pas nécessairement de questions des gens qui sont en ligne. Par contre, juste vous rappeler peut-être en attendant, s'il y en a qui veulent se préparer, qu'il y a notre numéro de téléphone qui a été mis en place, qui est un numéro régional. Donc, si vous avez des questions, que vous avez des besoins d'aide en tant qu'entrepreneur ou quoi que ce soit, je vous rappelle que ID Gatineau et l'ensemble des acteurs régionaux ont un numéro commun, donc qui est le 819-921-1477. André Goyette de chez ID Gatineau, justement, qui est avec nous, est une des personnes qui répond aux appels. Donc, je vous fais part de ça en cours de route. On a une question ici qui nous demande quels sont mes recours si l'employé refuse de revenir travailler après une mise à pied. En fait, les employés, ben, c'est le même principe, c'est le même principe qu'en temps normal. Un employé n'est jamais attaché à son emploi. Un employé peut toujours quitter son emploi. Donc, si un employé refuse de revenir travailler après sa mise à pied, c'est que je présume, là, je n'ai pas votre contexte, mais je présume que cet employé-là a décidé de ne plus retourner travailler chez vous. Alors, c'est le même principe qu'une démission. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si l'employé avait démissionné, que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à ce moment-là. Parfait. Peut-être également, on nous demande, est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu plus sur les clauses la fameuse Act of God au niveau des baux commerciaux? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là? Oui. En fait, le terme qui est utilisé, Act of God, en français, dans le Code civil, on parle de force majeure. Donc, ce que c'est ce concept-là, c'est le concept qui vient dire, bien, peu importe sur quoi on s'était entendu, est-ce qu'il y a des situations qui font qu'on est empêché de remplir nos obligations. Donc, dans le cadre d'un bail, comme je disais tout à l'heure, est-ce que la pandémie est une situation de force majeure qui nous empêche d'exécuter nos obligations? Donc, la notion de base, c'est qu'il faut que ça soit, faut que ça nous empêche de le faire, pas que ça la rende plus coûteuse. Donc, le principe, c'est selon à quelle obligation du bail on se réfère, ben, est-ce qu'on est capable de l'exécuter ou pas? Donc, je vais vous donner un exemple. Si on a un local au milieu d'un centre d'achat et que notre loyer, évidemment, dans les baux de centre d'achat, il y a toujours une obligation d'occupation continue parce que les propriétaires ne veulent pas qu'il y ait des locaux vides, il y a des heures d'ouverture, de fermeture. Ben, évidemment, si j'ai un commerce qui n'est pas considéré comme commerce essentiel, donc le gouvernement m'a demandé de fermer, je ne peux pas ouvrir, même si dans mon bail, j'ai une obligation d'ouvrir entre certaines heures. Alors ça, ce serait un cas de force majeure qui m'empêche d'ouvrir mon commerce entre, disons, 9 h le matin et 9 h le soir parce que mon bail aux promenades me l'indique. Donc, c'est un exemple comme ça. Par contre, cette même force majeure-là ne m'empêche pas de payer mon loyer parce que physiquement, je n'ai pas besoin d'être dans mon local pour avoir l'obligation de payer mon loyer. Donc, je n'ai pas nécessairement le droit de ne pas payer mon loyer, sauf si la portion du loyer est liée à mon chiffre d'affaires. Ben, si je n'ai pas de chiffre d'affaires, je ne pourrais pas payer cette portion-là du loyer. Est-ce qu'on doit, si on continue un petit peu dans ce sens-là, est-ce qu'au niveau des baux commerciaux, s'il y a un contrat qui est en défaut, il y a un parti, quoi que ce soit, est-ce qu'on est obligé de donner un avis? On peut prendre action immédiatement? Même principe, c'est toujours selon votre bail. Donc, normalement, dans les baux, il y a une procédure d'avis où est-ce que si une des parties est en défaut, donc par exemple, si le propriétaire refuse de nous donner accès au local ou si le locataire ne paie pas son loyer, ce sont les clauses de résiliation dans le bail qui vont s'appliquer, généralement qui demandent un avis puis une procédure, sauf que la difficulté qu'on a avec ça, c'est évidemment que la règle au Québec, c'est qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même. Donc, c'est beau de dire je vais résilier le bail de mon locataire qui n'a pas payé le loyer, mais pour
Si mon locataire refuse que je résilie le bail, il faut que j'aille devant un tribunal pour que le tribunal prononce la résiliation. Et comme je disais tout à l'heure, les tribunaux présentement entendent seulement les causes urgentes. Alors, on peut penser que la résiliation d'un bail ne sera pas considérée comme urgent. Fait que oui, on pourrait en venir là. Est-ce qu'il y a un délai ou des avis ou une mécanique? Il y a quelque chose dans votre bail, mais au-delà du bail, si on décide de demander la résiliation puis que ça implique une procédure judiciaire, bien, il y a ce délai-là également. De là, la question de la négociation, il n'y a rien qui vous empêche, si votre locataire n'est pas capable de payer son loyer, qu'il est d'accord pour quitter son local, bien, les deux parties peuvent convenir de mettre fin au bail, puis ça s'arrête là. Est-ce que ça peut être une bonne idée de faire appel à un médiateur dans ce contexte-là? Ou? Absolument. L'appel à un médiateur, là, je vais parler de déformation professionnelle. Comme notaire, évidemment, on est toujours... c'est notre premier conseil, faites appel à un médiateur si vous n'arrivez pas à vous entendre dans quelque chose qui vous convient aux deux parties, tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous demande, Maître Lafontaine, dans le cadre de clauses de force majeure, est-ce que c'est applicable dans une installation en location, comme une garderie de 80 enfants, par exemple? Bien, c'est le même principe. En fait, si une garderie est locataire d'un immeuble, la garderie doit être fermée. Donc, c'est le même principe qu'une autre entreprise. Ça ne nous empêche pas de payer notre loyer, mais ça nous empêche de l'occuper. Donc, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, que ce soit une garderie, une entreprise de service ou toute autre entreprise. OK, donc pour quelqu'un également qui nous demande dans le chat qu'il y a un gym qui ne peut pas opérer parce qu'il ne peut pas demander à ses clients de payer pour un service qui n'est pas rendu actuellement, ça peut être considéré au niveau de force majeure dans ce cadre-là? Ben, en fait, non, c'est ça. C'est ce que je dis pour le paiement du loyer. C'est pas parce que le gym est fermé que vous pouvez dire à votre propriétaire, c'est un cas de force majeure, je ne te paye pas ton loyer. Ce que je dis au niveau du paiement du loyer, c'est que physiquement, vous avez la capacité de payer votre loyer. Donc, vous avez l'obligation légale de payer votre loyer. Maintenant, est-ce que vous avez la capacité financière de le faire? C'est une autre histoire. De là, l'importance de s'entendre avec votre propriétaire. Mais oui, ça constitue un défaut et non, ce n'est pas un cas de force majeure parce que ça ne vous empêche pas de payer votre loyer. On a une autre question qui est, si un locataire offre seulement une portion de son loyer régulier, le locataire l'accepte. Est-ce que la balance est toujours recevable? Oui, absolument. Ça dépend, encore une fois, de l'entente. Moi, dans un cas comme ça, ce que je vous suggère, évidemment, c'est de clarifier ça avec votre propriétaire parce qu'il y a habituellement aussi dans un bail une clause qui dit que si une partie n'exerce pas ses droits, ça ne veut pas dire qu'elle y a renoncé. Donc, ce n'est pas parce qu'un propriétaire accepte votre chèque partiel de loyer qu'il a renoncé au reste du paiement, absolument pas. Donc, c'est important de le clarifier. Peut-être, j'ai une autre question ici qui pourrait peut-être, là, je vous invite, si vous en avez, peut-être à y aller. On va pas mal être dans les dernières questions pour pouvoir laisser Maître Lafontaine poursuivre ses occupations et tout le monde également. J'ai quelqu'un ici qui nous demande, d'un point de vue des ressources humaines, est-ce que la situation actuelle est suffisante pour justifier un non-respect par les employeurs de certaines clauses d'un contrat de travail, comme par exemple des augmentations de salaire qui auraient été prévues dans le passé? En fait, la question a différents volets, c'est-à-dire que même principe, l'employeur doit respecter ses obligations comme l'employé doit respecter ses obligations. Donc, c'est à la base un contrat. Un contrat de travail, c'est un contrat. Donc, les deux parties doivent respecter leurs obligations. L'employé doit, si l'employeur a fourni les mesures de protection, doit venir travailler. L'employeur doit fournir les mesures de protection puis fournir l'emploi aux travailleurs. Maintenant, est-ce qu'on peut ne pas respecter des obligations de salaire, des obligations d'augmentation salariale? Bien, si l'employeur n'a pas la capacité de payer, l'employeur va se retrouver devant un choix de soit fermer son entreprise et donc mettre à pied l'employé ou demander à l'employé de ne pas avoir son augmentation de salaire ou même à la limite de renégocier à la baisse les salaires. Je suis convaincue qu'il y a des entreprises qui vont avoir à faire ça pour être capable de survivre. Donc, là, on n'est plus dans la question du droit, on est dans la question de est-ce qu'on met notre employeur dans une situation où il va avoir
à faire des mises à pied ou pas. Et puis là, je vais faire une parenthèse, là, je ne parle pas des contextes de convention collective, là, je m'adresse à des PME, donc en principe où il n'y a pas de milieu syndical. Quand c'est un milieu syndical, ce sont des règles complètement différentes qui vont s'appliquer, là, puis on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. C'est vraiment une autre paire de manches. C'est un peu plus complexe. Bien, il y a quelqu'un qui est la personne au niveau du cas de la garderie voulait juste préciser là, que dans ce cas-là, elle doit payer le loyer. Donc, comme on l'a convenu, c'est que oui, techniquement, ils doivent payer leur loyer. Là. Exactement. Parfait. Puis une autre personne qui voulait clarifier quelque chose au niveau du retour au travail, qui disait que plusieurs personnes à temps partiel ont été mises à pied, évidemment, là, à cause de la situation actuelle. Et évidemment, bien, les gens bénéficient du PCU, donc qui leur donne un certain revenu par mois. Donc, il y en a plusieurs qui refusent le retour au travail actuellement dans le contexte actuel. Donc, est-ce que cette personne-là demande, est-ce que ça peut être considéré comme un départ volontaire? Si l'employeur doit embaucher quelqu'un pour remplacer cette personne-là, oui, mais encore une fois, il faut être clair. Donc, si l'employeur accepte que son employé ne revienne pas au travail et ne lui signifie pas sa mise à pied, ben, l'employé n'est pas mis à pied. Alors, les relations avec les employés, comme à l'habitude en situation hors pandémie, il faut que ce soit clair, les normes du travail s'appliquent. Donc, si on met à pied un employé parce qu'il refuse de venir travailler ou parce qu'il vient travailler et il ne fait pas ce qu'il a à faire, ce sont les normes du travail qui vont s'appliquer avec les avis qui doivent être donnés. Excellent. J'avais vu... Oui, vas-y, André. J'aimerais juste un complément d'information, vous me corrigerez, M. Lafontaine, mais quand on fait des mises à pied temporaires, évidemment, on ne paye pas les vacances, on ne paye pas les de départ. Et si le départ temporaire devait durer plus de 6 mois, les vacances vont devenir payables. Il va falloir mettre fin à la relation d'emploi à ce moment-là. Absolument. Absolument. Les mises à pied temporaires, là, on présume pour le moment que c'est une situation temporaire qui va durer moins de 6 mois. Si ça dure plus que 6 mois, il faudra se poser la question après, est-ce que ces mises à pied-là vont durer? Mais de toute façon, pour les entreprises qui sont fermées, cette question-là va se poser dans la viabilité financière d'une manière ou d'une autre. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Les mises à pied temporaires, là, on ne paye pas les vacances, on n'avait pas de préavis à donner parce que c'est pour moins de 6 mois. Parfait. Je voyais aussi peut-être en complément d'information, je voyais un reportage cet après-midi justement au niveau de TVA. Il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau des employeurs, des employés en fait des employeurs qui se demandaient qu'est-ce qu'il allait faire justement avec les employés qui ne souhaitaient pas revenir à cause du montant d'argent qui est octroyé par le gouvernement actuellement. Une des réponses également qui était donnée, qui je trouve intéressante, c'est que c'est sûr que, oui, pour l'instant, ça peut sembler alléchant, mais il faut comprendre que dans quelques mois aussi, le taux de chômage risque d'être assez élevé. Donc, les gens qui risquent de perdre leur emploi en ayant ce genre de comportement-là, bien, plus tard, ils vont peut-être avoir de la difficulté. Là. Donc, ça aussi, c'est un argument qui est à l'avantage des employeurs actuellement. Exactement. Mais en même temps, si je peux compléter, Jean-François, ce que tu dis, c'est que pour les employeurs, là, j'imagine qu'il y a plusieurs employeurs qui sont notre public cet après-midi. Encore une fois, dans un cas comme ça, c'est important d'être clair. Alors, si vous avez un employé qui, pour une raison ou une autre, décide de ne pas revenir au travail et que ça vous convient parce que vous avez rappelé quelqu'un d'autre à la place, bien, à partir du moment où vous allez déterminer que cet employé-là, vous ne le rappellerez plus pour le futur, bien là, ce sont les mêmes règles des normes du travail qui vont s'appliquer. Alors, ce n'est pas parce que vous avez fait une mise à pied temporaire que l'employé a décidé de ne pas revenir, que vous n'avez rien fait, que là, vous n'avez plus rien à faire. Au contraire, là, si à partir du moment où vous allez décider que l'employé n'est plus à votre emploi, ben, c'est toutes les mêmes règles que les règles de congédiement normales qui vont s'appliquer à ce moment-là. Puis, si cet employé-là avait des vacances accumulées ou des choses comme ça, vous allez avoir à payer ces montants-là. Excellent. Je pense que ça fait le tour quand même de la question pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Maître Lafontaine, vous vouliez ajouter quelque chose. Bien, en fait, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Là, vous avez les coordonnées de chacun de nos bureaux. On a des équipes en place pour répondre à vos questions. Évidemment, nous, on est là, on est considérés comme service essentiel. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est là pour aider les entreprises là, à survivre le plus possible ou à prendre les bonnes décisions, en fait, selon ce que vous aurez à prendre
comme décision. Et puis, je vais fournir la présentation là, à Idée Gatineau qui pourra le mettre. Donc, si jamais vous voulez revoir certains des concepts, vous pourrez les revoir ou vous pouvez me contacter directement, il n'y a pas de problème. Absolument. On va positionner là, sur notre site Internet, on va mettre la présentation de Maître Lafontaine là, dans nos outils, donc vous pourrez la reconsulter. Je vous rappelle encore une fois qu'on a un numéro de téléphone, nous également, là, du côté. Si vous êtes entrepreneur, vous avez des problèmes, vous avez besoin d'aide, des conseils, etc., on a une ligne d'accueil, donc le 819-921-1477. Donc, il y a des conseillers qui peuvent prendre vos appels pour vous donner, du moins vous conseiller, vous orienter. Je vous rappelle également, pour ceux qui l'ont peut-être vu passer, que Idée Gatineau, comme vous le savez, le ministre avait annoncé un fonds de 150 millions pour les entreprises au niveau du Québec. Du côté de Gatineau, c'est notre organisation Idée Gatineau qui a été mandatée pour gérer ce fonds-là. Donc, ça permet d'obtenir un prêt qui pourrait aller jusqu'à 50 000 $ pour le fonds de roulement. Dans ce contexte-là, si c'est une mesure qui pourrait vous intéresser, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet, donc sur le idgatineau.ca. Le formulaire de préqualification avec l'information sont dans la section COVID-19, là, la page qui a été créée pour l'occasion. La semaine prochaine, on va avoir un autre conférencier qui va être fort intéressant. On va avoir quelqu'un, un spécialiste qui s'appelle Laurent Simon, qui travaille au HEC Montréal, donc une sommité en matière d'innovation. Donc ça aussi, ça risque d'être un sujet fort intéressant. Donc, on vous donnera plus de détails. Là. Je vous invite à suivre notre page Facebook également, vous abonner à notre infolette. C'est toute l'information qu'on va pouvoir vous transmettre. Donc, là-dessus, je ne sais pas si André ou Ronald avaient des choses à ajouter. Sinon, je mettrai fin au webinaire. 819-921-1477. Effectivement, André est une des personnes qui répond au téléphone si vous avez des questions. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Maître Lafontaine pour c'est grandement apprécié d'avoir pris le temps de venir répondre aux questions des gens. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Merci à tous.